Bienvenue, Mesdames, Messieurs, à ce plateau spécial consacré à l'intervention de Save the Children de la réponse à la Covid-19 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, parce que aussi c'est l'épicentre de cette maladie. On a cessé de le dire et de le répéter pour parler de cette question, de cette réponse, si vous voulez, de Save the Children. Nous avons deux techniciens de Save the Children avec nous. Docteur Alex Mutanganei, bienvenue à vous. Merci. Votre micro, vous êtes, merci, madame. Voilà, vous êtes le manager adjoint du programme Réponse Covid-19 à Kinshasa. Vous nous serez d'une grande utilité, n'est-ce pas, pour parler exact. Merci beaucoup. De cette réponse. À côté de vous, Madericha Kibuku, vous êtes coordinateur à la protection de l'enfant. Bienvenue à vous. Merci, madame. Les enfants sont autant importants dans cette réponse. Eh bien, on va le voir avec vous. Tous deux, vous êtes de Save the Children. Alors, notre première préoccupation, parce qu'il s'agit de la réponse, de l'intervention de Save the Children, qu'est-ce que c'est que cette réponse à la Covid-19 à Kinshasa? Comment il se présente? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Je tiens d'abord à vous signaler que Save the Children travaille toujours à côté du gouvernement congolais. Ce n'est pas seulement pour cette réponse à la Covid-19 ici à Kinshasa, mais dans d'autres urgences dans l'Est, à Kasaï et ici à Kinshasa. Donc, particulièrement pour cette réponse Covid-19, Save the Children appuie le gouvernement congolais, là où il est en train d'intervenir dans le district de Tchangou, là où nous sommes en train d'appuyer cette zone de santé. Nous avons deux grands axes d'intervention. D'abord, la santé publique. Quand nous parlons de la santé publique, là, je vois toutes les activités en rapport avec la prévention, contrôle des infections et WASH dans les formations sanitaires. Je vois les activités liées à la surveillance de la maladie, que ce soit dans la communauté, mais aussi dans les formations sanitaires. Il y a aussi les activités, donc ce que nous appelons communication des risques et engagement communautaire. Ça, c'est le premier axe de notre intervention. Et le deuxième axe de notre intervention, c'est toutes les activités qui ont lien avec la protection de l'enfance. Parlant du premier axe, donc les interventions liées avec la santé publique. Oui. Là, nous avons commencé d'abord, quand on a commencé cette intervention, on avait commencé d'abord par faire des évaluations de base. On voulait d'abord comprendre est-ce qu'il y avait un problème réel au niveau du terrain. Ah ouais. Surtout à Tchangou, là où nous intervenons. Justement, à Tchangou. Là, je peux dire qu'à Tchangou, nous avons un autre programme donc, de santé sexuelle, de la reproduction pour les jeunes et adolescents. Donc, nous avions commencé par une évaluation. Les évaluations d'abord au niveau des formations sanitaires, pour regarder est-ce que nos formations sanitaires sont prêtes pour faire face à cette épidémie. À cette épidémie. Alors que déjà d'emblée, même le commun de mortels disait qu'on n'était pas prêt comme pays. Oui, déjà. Et je pense vraiment que les résultats de cette évaluation n'avaient pas prouvé le contraire. Parce que nous avons trouvé qu'il y avait vraiment un grand problème d'abord pour la formation, donc le renforcement des capacités des staffs. Quand on regardait combien de staff étaient formés déjà sur les thématiques prévention, contrôle des infections, ils étaient vraiment peu nombreux, c'était moins de 10%. Quand on regarde aussi les infrastructures, pour faire face, il y avait aussi des problèmes. De quoi croiser les doigts pour que ça n'arrive pas jusqu'à chez nous. Hein. Quand on regardait aussi les intrants, donc tu vois les équipements là qu'il fallait utiliser pour se protéger, pour protéger non seulement les personnels de santé, mais aussi la population, il n'y en avait presque pas. Quand on regardait aussi les infrastructures WASH, je peux dire par exemple la gestion des déchets. Dans les formations sanitaires, c'était catastrophique. Quand on regarde aussi juste la capacité de stockage de l'eau, il y avait aussi un problème. Donc l'autre étude qu'on avait fait, c'était une étude qu'on appelle CAP, donc une évaluation des connaissances et attitudes pratiques au niveau de la communauté. Là, on était en train de tester le niveau donc, des connaissances de la communauté sur la pandémie. Et les résultats, vraiment, c'était, disons, décevants parce qu'on avait constaté que la population, non seulement qu'ils étaient dans les dénis de la maladie, déjà, mais c'était pas aussi... ils n'étaient pas responsables de ça. Comprenons que c'était la première fois qu'on parle de Covid ici. Donc les gens n'avaient pas d'informations
suffisantes pour cette pandémie. Et donc, c'était difficile d'avoir un engagement communautaire. Très difficile. Ouais. C'est maintenant avec ça qu'on avait regardé comment on va orienter notre ligne, donc notre stratégie d'intervention. Je tiens d'abord à préciser que là, nous sommes en train d'appuyer la coordination de la riposte. Ah oui. Donc, nous sommes alignés à la stratégie nationale. Donc, nous appuyons la commission, parce que la coordination est organisée à des piliers qu'on appelle commission. Il y a la commission PCI-WASH, là où, qu'est-ce que nous faisons? Après avoir terminé ces évaluations, on a commencé d'abord par la formation des prestataires des soins. Donc, on s'est arrangé à ce qu'on fasse d'abord une formation des formateurs parce que le besoin était énorme. Et nous-mêmes, on ne pouvait pas prétendre qu'on allait former tout le monde. Donc, avec l'appui, l'accompagnement de la coordination et OMS, que je salue en passant, on a dit à former d'abord les formateurs. Le même formateur, maintenant, nous ont aidé à faire des formations en cascade dans leur formation sanitaire. Donc, l'objectif, c'était de former tous les prestataires de soins pour qu'ils soient à mesure d'intérioriser et de pratiquer tout ce qui est donc comme précaution standard pour mettre en place un bon programme. Et tout ça se faisait alors que la maladie était déjà parmi nous. Il fallait faire le tour au même moment. Oui, en tout cas, il fallait faire le tour au même moment. Au début, on a mobilisé notre équipe. On a mobilisé les équipes, donc au même moment, on faisait les évaluations, on était en train de préparer des formations. Au même moment, on était en train aussi de faire des réquisitions pour les intrants, pour appuyer. Tu sais, il y avait un sérieux problème, que ce soit des masques, des gants, des matériels de protection, la décontamination. On était en train de faire tout ça. Donc, on a terminé la formation. Il fallait aussi, dans le cadre même de la surveillance au niveau des formations sanitaires, parce que l'objectif, c'est ce que nous avons dit, c'est la prévention et contrôle des infections. On devait tout faire pour qu'on prévienne les infections dans le milieu hospitalier. Donc, d'abord, que les prestataires de santé travaillent en sécurité et aussi les gens qui vont venir chercher les services-là, qu'ils aussi soient quand même en sécurité, qu'ils ne puissent pas attraper la maladie. Les patients ne se présentaient presque plus aux hôpitaux, n'est-ce pas? Ils avaient peur. Ils se disaient que c'est là qu'on allait éventuellement contracter la maladie. Ça, ce sont des grands challenges. Et c'est ainsi que nous avons fait le mélange de beaucoup de stratégies. Au même moment que nous étions dans les formations sanitaires, nous étions aussi dans la communauté. C'est quand je vais parler de notre stratégie de communication, des risques d'engagement communautaire, vous allez comprendre ça. Donc, nous avons mis en place maintenant des unités de triage. Au début, ces unités de triage étaient même mal perçues par la communauté. Parce que les gens croyaient que c'est là où il y avait maintenant Covid. Ah oui. Maintenant, il fallait qu'il y ait vraiment du temps pour d'abord expliquer aux prestataires que c'est important d'avoir ça. Expliquer aussi aux malades que c'est pour leur bien, pour vraiment être à mesure de dépister tout celui qui entre dans la formation sanitaire. On doit se rassurer qu'il n'a pas une pathologie contagieuse. On mettait un accent sur Covid, mais il y a d'autres maladies contagieuses. Donc, s'il a, par exemple, les suspects, donc on a des signes qui ressemblent à cette pathologie, directement, on l'isolait. On l'isolait dans le respect de la dignité de la personne humaine. En l'isolant, on appelle l'équipe d'investigation pour faire les investigations. Sur le corps. L'investigation, oui, il faut peut-être clarifier ça. L'investigation, c'est juste le questionnement. Tu t'es posé la question, comment tu te sens? Où est-ce que tu étais dans les 14 derniers jours? Est-ce que tu as voyagé? Pour dénicher à peu près les contacts. Tu as été en contact avec quelqu'un qui était malade? Quels sont les signes que tu présentes? Donc, on essaie de chercher les liens épidémiologiques. Donc, on essaie de chercher, de regarder est-ce qu'il y a quelque chose qui nous fait penser à Covid. Donc, si l'équipe, il peut valider ou invalider. S'il trouve qu'il n'y a rien de Covid, la personne continue avec les soins. Mais la personne peut aussi avoir menti, par peur. Oui, mentir, oui, mais ce sont les experts qui font les investigations, les gens vraiment qui sont bien formés et qui savent comment poser des questions et quels sont les éléments qu'ils peuvent rechercher. Et en plus, maintenant, si le cas est validé, c'est à ce moment-là qu'on peut lui proposer de faire les tests. Mais si le cas est invalide, on va continuer avec les traitements.
Ça, c'était deux. À part les triages, les unités de triage que nous étions en train de mettre en place, hein, il y a maintenant la dotation des équipements de protection individuelle. C'est là où j'ai parlé, tu vois, il y avait un problème des masques dans les hôpitaux, les problèmes des gants, donc tout ce qui est équipement de protection, il n'y en avait pas vraiment assez. Alors, on est en train d'accompagner donc toutes les formations sanitaires. En passant, je peux vous signaler que pour le moment, nous appuyons 64 formations sanitaires et mensuellement, nous sommes en train de les équiper de ces équipements-là pour qu'ils puissent se protéger. En plus de ça, nous avons mis en place un plan de mentorat. Donc, c'est un accompagnement des prestataires de soins. Donc, pour nous rassurer que les gens que nous avons formés, les triages que nous avons mis en place, les équipements que nous sommes en train de donner, est-ce que le prestataire soit en train de bien appliquer toute la formation et utiliser donc le matériel que nous sommes en train de donner. Ce qui a fait, c'est que nous avons maintenant des superviseurs qui travaillent avec le superviseur des zones de santé pour le renforcement des capacités des prestataires de soins. Toujours au niveau des formations sanitaires, nous avons aussi travaillé sur les infrastructures WASH. Quand je parle WASH, c'est eau, hygiène et assainissement. Donc, eau, hygiène, assainissement. Là, nous sommes en train de travailler avec tout ce qui est les infrastructures de gestion des déchets. Par exemple, tu vois, on produit beaucoup de déchets, il faut les brûler. Dans la plupart des formations sanitaires, il n'y avait pas d'incinérateur. Ouais, parfois, même les voisins ils savent que là, on est en train de brûler. Et puis, non, tu vois, il y avait des déchets qui traînaient un peu partout. Donc, ça exposait même les gens, les prestataires des soins, ça exposait même les gens qui venaient se faire soigner, ça expose même surtout les enfants, tu vois, les enfants qui sont curieux, qui peuvent vouloir toucher n'importe où. Alors, on est en train de construire ça, donc tout ce qui est incinérateur, des fosses à placenta, des trous à ordures. Au-delà de tout ça, nous sommes aussi en train de travailler sur les stockages d'eau au niveau des formations sanitaires. C'est bien, au moins à Kinshasa, nous avons la régie, pour la plupart des formations sanitaires que nous appuyons sont connectées au système de la régie des eaux. Mais il y a un problème avec notre problème de délestage. Je dis des coupures, je m'excuse. Ouais, des coupures. Pour ça aussi, on peut vous passer le mot. Hein. Il y a des délestages de part et d'autre. Ouais. Donc, il faut maintenant que nous puissions nous rassurer que les formations sanitaires, même s'il y a coupure d'eau, que les formations sanitaires ont la capacité de stockage au moins d'une quantité d'eau qui peuvent les permettre de travailler pendant au moins 72 heures. Donc, avec notre programme de eau, hygiène, assainissement, on était en train de faire, on est en train aussi en train de faire ça. C'est beaucoup de choses que je ne peux pas vraiment expliquer dans ces quelques minutes. À part les activités de PCI ou WASH, il y a aussi les activités de surveillance. La surveillance, nous le faisons à des niveaux. Donc, au niveau d'abord hospitalier, c'est ce que nous appelons la surveillance, la recherche active au niveau des formations sanitaires. Là, nous voulons nous rassurer que tout celui qui entre au niveau des formations sanitaires est vraiment dépisté et qu'on détecte à temps. S'il y a un cas suspect qui soit détecté à temps, pour qu'il ne puisse pas avoir l'occasion de contaminer les autres là-bas. Et si, par exemple, au dépistage, le cas nous a échappé, même en intra-hospitalier, chaque jour, on est en train d'accompagner les prestataires de santé pour qu'ils puissent vraiment mettre en place un système de screening, donc de dépistage, même en intra-hospitalier, pour nous rassurer qu'on ne garde pas de bombes à retardement là-bas. Donc, que les milieux hospitaliers soient des milieux sains. Vous évitez des surprises. Oui, c'est pourquoi nous encourageons la communauté qui avait peur de venir dans les formations sanitaires. Les gouvernements et les partenaires sont en train vraiment de travailler pour que les milieux hospitaliers soient vraiment des milieux sûrs et sécurisés. Donc la surveillance, nous le faisons aussi dans la communauté. Je sais que c'est beaucoup de choses. Et dans la communauté, nous voulons maintenant mettre la communauté au centre de cette intervention. Dire à la communauté que c'est notre affaire. C'est à nous d'être des surveillants. Ce que nous mettons en place, c'est que nous appelons la surveillance à base communautaire. Mais vous savez comment notre communauté réagit. Il y a trop de stigmatisation, trop de reniement. Alors aussi, il faut atténuer quelque part. D'autres ont rejeté les leurs. Oui, c'est pourquoi l'activité de la surveillance, nous les couplons toujours avec les activités de la communication. Parce qu'avant de nous lancer vers la surveillance communautaire, nous commençons d'abord par la communication. Et ce que nous faisons, c'est la communication des risques et engagement communautaire.
Donc, tel que je l'ai dit, quand nous avons fait cette première évaluation de l'enquête des connaissances et attitudes pratiques, nous avons trouvé que la communauté n'avait pas des informations nécessaires pour faire face à cette épidémie. C'est ici que nous avons mis en place toute une stratégie de communication. Vous savez qu'on était bité à beaucoup de challenges. D'abord avec les gestes barrières, il y a donc la façon de communiquer qu'on faisait. Avec beaucoup de rumeurs. Tu vois, tout ça. Alors, on a essayé maintenant d'orienter notre stratégie de communication qui répondait aussi aux normes édictées par le gouvernement et surtout par le ministère de la Santé. Donc, c'est ainsi qu'on a formé les relais communautaires, on a formé les leaders communautaires, donc les influenceurs locaux. Ouais. On a même aussi formé les autorités politico-administratives pour que chacun puisse mettre la main sur la pâte. Quelles sont les activités, quelles sont les stratégies qu'on est en train de mettre en place? Il y a les visites à domicile que nous organisons avec les relais communautaires. Okay, oui, parce que les relais sont mieux placés. Oui, ce sont les gens de la communauté. Mieux, ouais. On a confiance. Ce sont les nôtres. Oui, ouais. Ils connaissent la communauté. Ils vivent dans la communauté, ils connaissent les leurs, et c'est quelqu'un qui travaille vraiment dans un périmètre là qui est bien connu. Il connaît tous les gens qui sont là. Alors, il peut bien vous introduire. Oui, donc ces relais sont d'abord briefés, donc on les outille, donc on les explique la maladie, c'est quoi, quel est le message qu'ils vont donner, mais aussi quelle est la technique pour une visite à domicile. Ah oui, il faut une technique. Oui, donc il y a ça, mais aussi les relais, il faut que nous puissions vraiment nous rassurer qu'on ne les expose pas aussi à attraper la maladie. C'est ici qu'on les dote aussi des équipements de protection. Donc, ils ont leurs masques, comme ils ne peuvent pas se promener avec de l'eau partout, ils ont des gels hydroalcooliques et ils sont vraiment appelés aussi à respecter les gestes barrières. Il y a des mini-dialogues que nous faisons communautaires, vraiment en respectant les normes, donc 25 personnes maximum. Et pour le moment, nous avons aussi misé sur les médias. Donc, il y a des émissions radio, TV, comme les émissions que nous faisons ici. Nous travaillons avec des radios, des TV, des télévisions commerciales, comme B1, comme RTNC, comme Digital. Mais aussi, il y a des radios communautaires. Oui. Des radios communautaires qui sont vraiment aussi proches de la communauté. Ça nous aide aussi à nous approcher de la communauté. Il y a aussi les réseaux sociaux. Tu sais, les jeunes sont plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Et nous avons trouvé vraiment que c'était un bon moyen de nous approcher aussi de cette catégorie de la population. Donc nous avons un compte Twitter, là où nous sommes en train de passer les messages. Nous avons un compte Facebook, là où nous sommes en train de faire des messages. Des fois, nous faisons même des débats en ligne sur Facebook. Ouais. Des fois même, nous avons des activités et nous les faisons passer directement au même moment aussi sur Facebook pour sensibiliser la communauté. Nous avons aussi d'autres technologies. Nous avons un partenaire qu'on appelle par exemple Viamo, qui est spécialisé, donc lui, Viamo, c'est via mobile. Okay. Donc il est spécialisé vers les téléphones. Là, nous avons ce que nous appelons les messages push, que nous appelons, je pense qu'il y a beaucoup de gens on les a déjà appelés et ils reçoivent un message. Ouais. Nous avons une plateforme, par exemple, de 42 502. Là, je parle 42 502. Ouais. Vous pouvez même appeler, même maintenant. Oui. C'est avec Vodacom. Les 10 premiers appels sont gratuits. Et là, vous allez avoir toutes les informations. C'est vraiment une grande ressource pour avoir les informations sur la maladie. Donc, comprenez qu'on a multiplié les stratégies et tout ça, c'est pour nous rassurer que nous sommes en train de toucher toute la communauté. Nous voulons vraiment que la communauté puisse avoir des informations nécessaires. Le grand challenge, comme vous l'avez dit au début, c'était l'engagement de cette communauté. Au début, vous le savez, nous intervenons à Tchangou. Ah oui. Tchangou, c'est un coin de la Tchangou, j'ai pas envie de parler de la résistance, mais Tchangou avait déjà émis un point pour dire la maladie n'existait pas. On pouvait le lire à travers le comportement de la population et tout. Oui, effectivement, ça c'était vraiment un grand challenge que nous avons au début. Mais au début, ce n'était pas facile d'aller même de laguer les relais communautaires de la communauté. Ce n'était pas facile de passer là avec un masque, pire encore avec des gilets comme ça, des organisations. Il y a même les équipes des ripostes qui ont été kidnappées à Tchangou. Tout ça, c'était quoi? Tout ça, c'était le rumeur. Tout ça, c'était des fausses informations.
Tout ça, c'était l'ignorance. Alors, parmi nos stratégies, nous étions en train de collecter les rumeurs, nous étions en train de collecter les feedbacks de la communauté. On voulait même prendre la perception de la communauté. Qu'est-ce que cette communauté pense de cette riposte? C'est ça. C'est là où on a compris que c'était l'ignorance. Alors, dans notre stratégie, tous nos messages, c'était maintenant pour répondre à ces rumeurs. Disait, le rumeur, il faut juste le traiter par de bonnes informations. Exactement. Il fallait maintenant donner de bonnes informations et pour que les gens comprennent que oui, Covid existe. Il y avait toute une histoire là sur l'achat des cadavres. Oui, des cadavres. Madame, ça payait très bien. Aujourd'hui, il y a même l'équipe des ripostes qui sont en grève parce qu'ils ne sont pas payés. Mais les gens pensaient que ce sont les mêmes gens qui avaient des sacs de dollars. Donc, et là, on sait même qu'il y a beaucoup de corps abandonnés dans différentes morgues. Si la chose était réelle, on l'aurait fait pour tout le monde, pour tous les cadavres. Oui, donc il y avait tout ça. Alors, on a travaillé. Et là, quand nous travaillons avec tous les piliers de la riposte et de la coordination. Donc, nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons en coordination avec les autres partenaires et sous les leads de la coordination. Par exemple, s'il y a ces problèmes en lien avec EDES, les enterrements, là, nous ne sommes pas vraiment dans cette commission. Nous nous approchons, nous nous appuyons de la commission. Nous les invitons, ils viennent maintenant au niveau du terrain pour faire passer la bonne information. Si c'est par exemple un message en lien avec les laboratoires ou bien la prise en charge, là où les gens disaient qu'il n'y a pas de malades dans les hôpitaux, là nous collaborons maintenant avec la commission en question pour adresser de bonnes réponses à cette communauté. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas vraiment dire que nous sommes déjà au bout. Mais aujourd'hui... C'est comme si vous avez lu dans ma pensée aujourd'hui. Oui, va à Tchangou, tu vas circuler, les gens portent des masques. Les gens, nous circulons, je circule librement avec mon gilet ici, mon collègue circule librement avec son t-shirt et nous ne sommes plus inquiétés. Les gens ont compris, au moins que la maladie existe. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'histoires à faire, surtout avec cette deuxième vague. Cette deuxième vague. Tu sais, les gens, parmi les choses qui faisaient à ce que les gens étaient un peu réticents, parce que les gens s'imaginaient donc une épidémie à l'allure européenne. Donc on va avoir beaucoup de cas par jour, beaucoup de décès. Mais c'est aussi ce qui avait été annoncé à un moment. Donc on craignait le pire, sachant que nous, on n'avait pas d'infrastructure, on se disait ça va être la catastrophe. Oui, on craignait le pire. Dieu merci parce que... on n'a pas eu vraiment beaucoup de décès. Mais je ne peux pas dire qu'on n'a pas eu beaucoup de cas. Nous avons eu beaucoup de cas et heureusement pour nous, nous avons eu beaucoup de cas asymptomatiques ou bien avec sans complications. Mais il y a beaucoup de cas. Je peux encore rappeler à toute la communauté que la maladie Covid continue à circuler. Et avec cette deuxième vague, je ne sais pas, je peux vous donner même quelques statistiques. Quand vous regardez, j'ai pris les statistiques de ces 3 dernières semaines. J'ai pris la dernière semaine de l'année 2020, là où nous avions par exemple le total de 1237 cas par semaine. Par semaine. La première semaine de cette année, nous avons eu 1342 cas. Ça, c'est des données que vous allez chercher? Non, ça, ce sont les données validées par la coordination, donc les gouvernements, les ministères de la Santé, donc RDC. Ça sont des chiffres officiels que je suis en train de donner. Nous, Save the Children, nous ne gérons pas les données. Non, c'est ça. Parce que nous sommes là juste pour appuyer le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui gère tout. La deuxième semaine, nous avons eu 1564 cas par semaine. Quand vous faites maintenant la moyenne par jour, nous sommes déjà au-delà de 200 cas par jour. À la première vague, à la fin de la première vague, nous étions autour de 10-15. Mais nous sommes déjà autour de 200 cas par jour. Pourtant, rien n'a dit que nous avions le variant qui se multipliait, qui se propageait plus rapidement, mais il y a quand même cette rapidité de la propagation. Oui, c'est ce qu'on dit. Il y a vraiment la deuxième vague est réelle. Pour ceux qui ne le comprenaient pas, je voulais juste donner ces chiffres pour vous dire, OK, le virus circule. Le virus circule. Je sais que oui, notre capacité aussi de tests, oui, pour le moment, nous sommes déjà, par exemple, à la deuxième semaine, nous avons, le gouvernement et les laboratoires ont testé plus de 5000
cas. C'est déjà bon. Mais est-ce que nous avons toujours une bonne capacité de tester? Je pense non. Mais si on pouvait tester beaucoup de gens, je pense qu'on pouvait aussi avoir encore beaucoup de cas. C'est pourquoi, d'abord, le message maintenant, que les gens comprennent que Covid existe, la deuxième vague est là, le virus continue à circuler. On va revenir à vous pour parler de l'enfant, mais une question quand même avant de vous laisser vous reposer aussi un peu longuement. C'est justement par rapport à la période où nous sommes, n'est-ce pas? Vous pouvez moins nous faire peur parce qu'il semble que nous avons aussi atteint le plateau. Non, en tout cas, mon objectif, ce n'est pas vous faire peur. Mais vous avez parlé des chiffres, je parle de communication des risques. Oui. Donc, je dois vous faire part des risques qu'il y a. Donc, pour vous dire, vous interpeller que la maladie existe. Le virus continue à circuler. Et que cette pandémie, comme les experts l'ont dit, on ne va pas l'éradiquer demain ou après-demain. On va vivre encore avec. C'est pourquoi nous devons d'abord, pour vivre avec, la première des choses, c'est de comprendre que cette maladie existe et que nous puissions respecter les gestes barrières. Si nous respectons les gestes barrières, et si surtout nous, la communauté doit s'engager pour faire face à cette pandémie. Alors, Save the Children travaille d'abord pour la protection de l'enfant. Il est sur l'enfant. Et vous êtes justement le coordinateur à la protection de l'enfant. Quelle est la place de l'enfant simultanément par rapport à la réponse à Covid-19 de Save the Children? Merci, madame, pour la question. Comme vous venez de le dire, Save the Children est leader mondial dans les domaines de la protection et des droits de l'enfant. Et dans le cadre de ce programme Covid-19, où nous intervenons dans les 7 zones de santé, comme Dr Alex vient de le dire, dans les évaluations initiales qu'on a faites, nous avons remarqué qu'il y a un vrai problème, que Covid-19 a amené un vrai problème social. Puisque la protection et la sociale, et le social plutôt, marchent de pair. Et vous devez savoir que la zone les 7 zones de santé qui appartiennent au district de Tchangou, ce sont des zones qui sont, il y a des zones périurbaines et il y a des zones plus ou moins urbaines. Et donc, on appelle ça ici à Kinshasa la Chine populaire. Donc, ce sont des grandes agglomérations où il y a une grande population, beaucoup de communautés, de promiscuité, ainsi de suite. Et donc, avec ce qu'il y a eu à cette époque-là, lorsqu'on a confiné Gombe, beaucoup de parents responsables qui sont dans Tchangou venaient plutôt travailler en ville. Et il y a eu coupure. Et donc, les répercussions se sont fait sentir directement sur les enfants. Oui, c'était le plus faible, visiblement. Donc, les enfants ils ont encore été plus vulnérables. Puisque lorsqu'un papa va en ville et revient, il peut revenir avec du pain, avec la chikwang. Et puis, il est fatigué, il va dormir, il va repartir le lendemain. Or, là, il ne bouge pas. C'est ça, en fait. Alors, c'est ça, en fait, l'état du lieu qu'on a fait sur terrain. Et nous, Save the Children, à travers le financement de DEC, qui est une organisation qui appuie le projet Covid-19, n'est-ce pas, a voulu apporter une réponse aussi sociale à la problématique des enfants qui sont dans les districts de Tchangou. Alors, pour essayer d'apporter les réponses, nous avons pensé plutôt avoir 4 approches ou 4 stratégies. Nous avons d'abord commencé par le renforcement des capacités des communautés protectrices qui sont dans les districts de Tchangou. Nous avons notamment les RECO, comme a cité Dr Alex, mais les RECO travaillent plutôt dans les secteurs plus santé. Et nous, de protection de l'enfant, nous travaillons plus avec ce qu'on appelle le réseau communautaire de protection de l'enfant. On appelle encore, en bref, on appelle ça RECOP. Bon, comme Save the Children est toujours partenaire privilégié du gouvernement congolais, nous avons associé à ces partenariats avec la communauté, RECOP donc, l'État, à travers la division urbaine des affaires sociales, qu'on appelle DUAS.
Le DIWAS a dans les communes où nous intervenons les assistants sociaux qui sont là, qui s'intéressent aux problèmes des enfants qui sont dans les communautés de Tchango. À part les assistants sociaux qui sont dans les communautés de Tchango, la DIWAS a essayé aussi de disséminer à travers les 7 zones de santé ce qu'on appelle les travailleurs parasociaux. On a en bref TPS. Donc ce sont nos partenaires, la division urbaine des affaires sociales, à travers ces TPS-là et à travers les recopés qui vivent dans la communauté, nous sommes en train de voir comment apporter une réponse à la problématique de l'enfant au niveau de Tchango à travers ces projets. Et donc, par rapport à cela, quelles sont les stratégies que nous avons utilisées? Nous avons pensé d'abord renforcer les capacités et des TPS, des travailleurs parasociaux qui viennent de la DIWAS, partenaires étatiques, mais aussi renforcer les capacités des recopés qui sont dans les communautés et qui vivent dans la communauté. Mais eux, ils ont un focus sur la protection de l'enfant. Mais est-ce que déjà eux-mêmes au départ ne sont pas très en difficulté avec nos communautés? Parce qu'on n'aimerait pas trop, il y a des familles aujourd'hui, des parents qui ne sont pas à l'aise à ce que quelqu'un d'autre vienne faire des observations par rapport à sa gestion. La plupart de ces recopés sont des leaders d'opinion. Ce sont des détenteurs d'enjeux qui sont dans les quartiers, chefs de quartier, infirmiers, maîtresses, maîtres, et qui, en plus de leur travail de tous les jours, ils se convertissent, n'est-ce pas, en défenseurs des droits de l'enfant. Donc, ils sont aimés. Et lorsqu'il y a des problèmes qui se posent dans la communauté qui concernent les enfants, on les approche pour leur soumettre ces problèmes. Et ils sont connus comme ça dans la communauté. Donc, il fallait redynamiser cette communauté protectrice dans les formations pour avoir le bon message à donner à la communauté par rapport à cette pandémie Covid-19 qui est résumée sur le geste barrière. Mais aussi, à cause de ce que j'ai dit ici, de l'appauvrissement, de la paupérisation de la population, nous avons pensé qu'il y a eu résurgence, ou bien on a remarqué, on a observé qu'il y a eu résurgence des cas d'abus vis-à-vis des enfants, cas d'exploitation sexuelle, économique à l'égard des enfants, cas de négligence, des cas d'abandon, des cas, je ne sais pas, beaucoup de cas similaires. Qui sont liés à la protection de l'enfant. Et nous avons pensé, n'est-ce pas, que ce message, les différentes stratégies pour voir comment atténuer ces différents abus dans la communauté doivent être connus par les acteurs de la protection qui sont sur terrain. Et c'est le travail que nous avons fait dans la première stratégie, à donner plusieurs formations. Nous avons exactement donné 7 formations. La formation sur la protection de l'enfant, sur le référencement et le contre-référencement, la formation sur la sécurité des alertes, puisqu'il fallait lancer les alertes quand on remarque les abus dans la communauté, quand on remarque les cas d'exploitation dans la communauté. Nous avons donné la formation sur notre matière maison, puisque Save the Children a une spécificité, c'est dans le cadre de la politique de défense des droits de l'enfant et la politique de lutte contre les harcèlements sexuels. Et donc, tout partenaire qui travaille avec Save the Children doit bénéficier de cette formation-là pour qu'il ne puisse pas enfreindre cette loi qui est la ligne rouge de Save the Children. Donc, on ne peut pas travailler avec Save the Children lorsque soi-même, toi qui es partenaire, tu abuses de l'enfant. Donc, nous avons pensé de renforcer les capacités de nos partenaires d'intervention dans toutes ces thématiques-là pour le mettre à l'aise de parler avec la communauté. Et comment on a fait alors? Donc, dans la première stratégie, nous avons procédé par de sensibilisation. Et donc, ces recopés, ces travailleurs parasociaux, ils avaient comme responsabilité de passer dans de grandes agglomérations, ce qu'on a appelé sensibilisation des masses. On les a munis comment on appelle ça, des mégaphones pour parler à la communauté par rapport à la matière dont ils ont bénéficié pendant la formation. On a utilisé aussi la stratégie toujours dans la sensibilisation de porte-à-porte, passer porte-à-porte, montrer les bien fondés des gestes barrières, montrer les bien fondés de pouvoir préserver les intérêts de l'enfant, les intérêts supérieurs de l'enfant,
ne pas abuser des enfants, ne pas exploiter les enfants porte à porte. On a aussi utilisé des stratégies comme la sensibilisation ciblée, donc le RECOPE et les TPS partaient parfois dans une école, n'est-ce pas, où ils sensibilisent les enfants, les écoliers qui sont dans cette école et leurs enseignants et directeurs. C'est justement dans le cadre de ces sensibilisations qu'on va proposer les reportages où les enfants expliquent les gestes barrières. Ça veut dire qu'ils doivent avoir compris pour expliquer aux autres. Il faut qu'on puisse avoir un masque et aussi il faut respecter les gestes barrières comme laver les mains. Il faut avoir une distanciation d'1 mètre au moins. Voilà pour la restitution avec les enfants. Oui. Okay. Merci beaucoup. À part, au-delà de la sensibilisation ciblée, on procédait aussi par la sensibilisation par la radio communautaire, tel qu'a dit Dr Alex. C'est-à-dire, il y a des radios dans des marchés, dans plusieurs, entre guillemets, Wenzé de la place, n'est-ce pas, qui sensibilisent les différentes couches de la population, et les vendeurs, le ménage qui viennent dans le marché pour s'approvisionner. Donc, on avait de l'espace dans ces radios communautaires pour donner tous ces messages liés à la pandémie Covid-19, mais aussi des messages toujours pour lutter contre les abus, exploitation, maltraitance, violence et viols faits à l'enfant. Donc voilà un peu du côté sensibilisation, quelle est la stratégie que nous avons utilisée pour donner la réponse à cette pandémie de Covid-19. Ça, c'est le premier volet. Là, dans le deuxième volet, alors, nous avons utilisé aussi la prévention. Dans le cadre de la prévention, nous avons donné, pendant la sensibilisation, on donnait le numéro vert des Save the Children pour lancer les alertes. Dans les cas où on remarque, il y a des koulouna, il y a des enfants qui ont été agressés, qui ont été violés, qui ont été violentés par-ci, par-là, nous donnons, nous avions eu, n'est-ce pas, cette amabilité-là de donner notre numéro vert pour permettre de lancer ces alertes-là à notre standard au niveau de Save the Children afin que nous puissions y apporter une réponse. Et donc, je peux donner d'ailleurs le numéro de notre standard pour les alertes. C'est 082 94 92 994 ou je reprends en français belge 082 94 92 494. Il est opérationnel 24 C'est heures sur 24. opérationnel 24 heures sur 24. Parfois, c'est un peu surchargé, mais il faut toujours répéter pour reprendre, pour arriver à joindre l'assistance sociale qui est chargée de cela. Donc voilà, dans le cadre de la réponse liée à la prévention, on a donné non seulement une formation pour la sécurité de la ligne verte, mais aussi on a disséminé toutes ces informations-là pour montrer aux différentes couches de la population à travers les communautés que s'il y a des cas, ils peuvent signaler cela. Et c'est là même où il y a une collaboration, le partenariat que nous avons avec la division urbaine des affaires sociales pour qu'ils puissent prendre les relais de ces enfants-là, puisque c'est vraiment son travail, la division urbaine des affaires sociales, de prise en charge des enfants qui sont en situation difficile. Qu'on appelle encore vulnérables. Et eux, ils étaient chargés, ou bien ils sont chargés de pouvoir référer ces enfants-là dans des structures de prise en charge idoines. Ces structures-là vont permettre à ce que les enfants puissent être soulagés tant soit peu par rapport aux atrocités, par rapport à toutes ces agressions-là dont ils ont été victimes. Donc voilà comment on travaillait en collaboration avec la division urbaine des affaires sociales. Et cette collaboration-là continue encore jusqu'à ces jours. Donc ils sont là, ils renseignent tous ces cas-là, ils font de mini-enquêtes, n'est-ce pas, sur terrain pour regarder tous ces cas-là, si le cas s'avère vrai, et ils réfèrent l'enfant dans la structure de prise en charge, qui peut être une structure de prise en charge juridique, ça peut être médical, tout comme ça peut être social. Par exemple, des enfants qui ont des problèmes d'ordre psychologique, ainsi de suite, suite à une agression, on peut leur faire un counseling pour qu'ils puissent reprendre encore leur état normal.
Voilà, ça c'est aussi une stratégie que nous avons utilisée dans cette réponse Covid-19. Mais aussi, il y a la réponse. Donc, dans la réponse, maintenant, il y a cette prise en charge-là. Donc, Save the Children, à travers le bailleur de fonds DEC, qui a mis le moyen à la disposition, on pouvait avoir un montant qu'on pouvait mettre à la disposition d'une structure, par exemple sanitaire, lorsqu'un enfant est violenté, on l'a brûlé, je ne sais pas, par l'eau chaude, par son papa, puisque ce sont des cas que nous avons vus, que nous avons vécus, n'est-ce pas, et qu'il y a des moyens qui dépassent les moyens des parents. À travers la DIOAS, on peut prendre ça en charge, payer à la limite des possibilités de moyens de Save the Children. Voilà un peu comment nous avons organisé cette réponse-là de Covid-19. Donc, si vous regardez bien, il n'y a pas seulement la maladie où certaines personnes sont infectées, mais beaucoup de personnes étaient plus affectées. Et l'aspect économique a beaucoup primé, ce qui a clochardisé les parents. Et ce sont les enfants qui ont été les premières victimes. Or, Save the Children ne pouvait pas continuer à regarder ça comme ça. Il devrait normalement y apporter une réponse. On va essayer de vous résumer en proposant l'impact justement de la Covid-19 sur les enfants. C'est une vidéo de Save the Children. tofandi na ndako tozobima te moyen tovivre eza te. Ngai personnellement epesi ngai pasi makasi affecté nga parce que ngai mwa mbongo na nga nyonso fond nyonso esili. Papa oyo aza mobali na ngai akenda kokangama, donc namemi charge moko lourde na kati ya libota en tant que mwasi. Nyonso tu wana ezali kaka corona mte yelinga pasi wana kati ya libota. Po soki corona eyaki te mbele nazoteka na nga comme habitude, mobali na nga mpe alinga azala awa. Coronavirus eza epidémie moko ya mabe ye na mboka. Na moment oyo ya confinement oyo baninga na nga misato bakomi na bazemi bamisusu vi na bango eza esu ya bien te. Naza na bana 4 coronavirus toyoki bazanka na bondi ayokaki yango maladi moko ye ezoboma ifo zala prudent. Kamisusu akomi kosenga na nzela bakabela ye alia, misusu akomi koteka mai mpo azwa mbongo alia. Tuka banda coronavirus eyaki vie ekomi très difficile. Bapapa bazosala lisusu te, biso mpe na wenze makambo nyonso ebebi, bato mbongo na maboko eza susu te, tozovivre mpena na pasi koleka. Difficulté za makasi pombongo eza te. Tosali mosala malonga te, toteki malamu te, bapapa basali malamu te. Bana ifale bakendaka klase bazokende so klase te, baza kovana na ndako, apartir ya kovana na ndako eza mpe kitoko te. Eza kobeba po klase mpe eza très nécessaire mpona bango. Klase eza très nécessaire, ata biso na ndako toza kokonseye me tanki bakendaka klase bazokozwa sur d'éducation ya bien, ezopesa bien na bana, me ya parti bazokende su te, en tout cas kitoko te. Nazala mokolo alingaka nakoma koutiria tant toyoke classe te ezosala bien te parce que babetidi oyo tobandaki kozwa tokati tozwa yango lisusu te. Ekole eza kopesa nga avenir, eza kopesa nga mayele, eza kochanse nga mpe bacomportement. On parle
de l'intervention de Save the Children de la réponse à la Covid-19 à Kinshasa. Même la presse était allée sur le terrain, évidemment avec vous, pour voir les différentes zones d'intervention. Comme on a discuté, nous avons eu l'appui de plusieurs bailleurs, dont Fonds humanitaire de la République démocratique du Congo, Union européenne, nous avons été aussi avec Inlever. Mais pour le moment, nous continuons avec DEC et ECHO. Donc pour les prochains mois, nous sommes en train de voir comment nous allons maintenant continuer à renforcer les activités au niveau des formations sanitaires. Et nous sommes aussi en même temps en train de préparer aussi notre plan de sortie. Parce qu'on n'est pas venu pour rester éternellement, c'est juste renforcer et permettre à ce que... Vous parlez de la réponse à Covid. La réponse Covid, okay. Pour permettre à ce que les gouvernements, à travers les zones de santé, puissent continuer avec les activités. Mais pour cette deuxième phase qui va commencer pour nous à partir de ce mois de février, il y a d'autres activités que nous allons aussi intégrer dans notre réponse. Notamment, on ne prenait pas, par exemple, on ne faisait pas les screenings, les dépistages des personnes vivant avec comorbidité. Donc, tu vois, ce sont des personnes vraiment fragiles. Hein. Donc, on veut vraiment... c'est même ça qui tue le plus. Oui, dans les zones de santé, on va faire vraiment le dépistage des masses. Et là, nous invitons vraiment la communauté de venir au centre que nous allons les indiquer. C'est pour se faire dépister, ça sera vraiment gratuitement. Ils n'ont pas à payer des sous. Pour la communication des risques, nous voulons vraiment nous focaliser maintenant sur les groupes spécifiques. Il y a des groupes qui ont été oubliés, les handicapés, les enfants abandonnés. Donc, on veut aussi maintenant regarder aussi les groupes spécifiques pour faire passer les messages. Nous voulons aussi renforcer la capacité des zones de santé et des formations sanitaires pour la surveillance. Non seulement la surveillance contre Covid, mais aussi contre toutes ces maladies à potentiel épidémiologique, ce qu'on appelle les MAPEPI. Donc, de telle façon que dans le futur, si peut y arriver encore une autre maladie qui est arrivée, qu'au niveau des zones de santé, des formations sanitaires, qu'ils soient à mesure de détecter ça à temps et de faire des investigations. Donc, nous croyons qu'avec ça, ça sera vraiment un ouf de soulagement qu'on va donner aux zones de santé pour leur permettre de continuer avec des activités. Mon collègue peut-être va, dans 2 mots, il va aussi dire ce que nous comptons faire. On lui donnera l'occasion, mais pas avant qu'on ait vu la visite justement des journalistes des zones d'intervention dans la Tchangou, autrefois hostile, mais aujourd'hui, on a compris que cette maladie existe et le travail se fait bien. La promiscuité observée à la Tchangou à l'ère de la deuxième vague du coronavirus inquiète et Save the Children poursuit sa contribution à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée à la Covid-19. Ici, dans le marché Moulondo, à Massina, tout passe par la sensibilisation et la conscientisation au respect des gestes barrières de la population de ce district à travers le renforcement de capacités de prestataires communautaires. Pour la Covid-19, nous sensibilisons la communauté à se laver régulièrement les mains pour que la communauté ne soit pas aussi contaminée par cette maladie de coronavirus. Et dans le marché hindou, toujours à Massina, les relais communautaires sont actifs aux productions des émissions centrées sur la Covid-19 qui ciblent tous les vendeurs et acheteurs. C'est un motif de joie de constater une forte sensibilisation et conscientisation sur la pandémie du coronavirus. Nous étions pessimistes auparavant. Après plusieurs dégâts causés, maintenant nous pouvons dire que la maladie est bel et bien présente. Votre présence nous aide à renforcer les mesures barrières. Au centre de santé de Mikondo, à la zone de santé de Kikimi, Save the Children procède à la construction de cette unité de triage utile pour le check-up de tout patient ou visiteur qui fréquente ce centre afin de se protéger et protéger les autres face à la pandémie qui sévit dans le pays. Avant que la Covid-19 était venue, c'est Save Children. D'abord, il a commencé à nous former d'abord. Il nous a formés après la formation, où il a commencé à nous doter de tout ce que nous avons besoin par rapport à la Covid-19. Je peux dire que les résultats sont parlants. Quand vous regardez déjà, nous avons eu à maintenir un niveau vraiment élevé pour le prestataire, pour qu'il puisse être à mesure de prévenir et de contrôler toutes les infections. Comme vous l'avez vu depuis l'entrée, tu vois, c'est équipé avec le triage provisoire. Donc, toute personne qui entre dans la formation sanitaire est dépistée. Et ce qui a fait à ce qu'il y a eu diminution des infections associées aux soins. Au grand mot, des grands remèdes, les mêmes méthodes préventives pour la lutte contre la pandémie sont installées
dans toutes les 64 formations sanitaires situées aux zones de santé de la Tchangou grâce à l'appui de Save the Children. C'est le cas au centre hospitalier Roi-Baudouin. Surtout pour cette deuxième vague, s'il n'y avait pas l'appui de Save the Children, je ne vois pas comment l'hôpital allait fonctionner. Save the Children nous apporte aussi un appui en termes des EPI, des équipements de protection individuelle. C'est ce qui est vraiment très capital, très important pour nous personnels soignants, pour les visiteurs, pour les malades. Loin de baisser la garde, Save the Children multiplie les stratégies afin de mettre fin à la propagation de la Covid-19 à Kinshasa. En amont, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui par rapport à cette intervention, mais surtout aussi par rapport aux perspectives? Oui, merci beaucoup. Merci aussi d'abord pour ce courage de venir visiter nos activités. Il y a une attention à ne pas relâcher parce que la maladie existe, il y a des réponses, mais il y a des gestes barrières déjà en amont. Mais heureusement que votre attention est plus que soutenue pour continuer à donner des stratégies et d'autres orientations encore selon la réaction des communautés, des populations, surtout des enfants. Merci beaucoup, madame. Comme vous venez de le dire, comme la maladie est encore là, donc nous avons pensé que certaines stratégies qui ont donné beaucoup de résultats, nous n'allons pas les abandonner, notamment la sensibilisation. Avec la deuxième vague, n'est-ce pas, de Covid-19, nous allons continuer dans la deuxième phase des DEC avec la sensibilisation et pour permettre toujours aux différentes communautés de Tchangou de respecter les gestes barrières. Et ce travail sera toujours fait par nos partenaires communautaires qui sont les RECOPE. Mais aussi, nous allons faire un focus spécifique dans la gestion des cas dans cette deuxième phase. Puisqu'un enfant, c'est un être cher qui est appelé à diriger les pays, à nous succéder après quelques années. Et donc, nous allons plutôt procéder par la gestion des cas dans cette deuxième phase de financement DEC. Et la gestion des cas va donc consister à avoir un enfant comme un cas particulier. On peut trouver 5 enfants dans une famille, mais chaque enfant a son problème. Donc, il s'agira de faire des analyses de la problématique de chaque enfant que nous pourrons identifier comme vulnérable dans cette communauté de Tchangou et voir comment apporter une réponse jusqu'à l'amener à la résilience ou bien à la graduation. C'est ça, en fait, la stratégie que nous voulons utiliser dans cette deuxième phase de la réponse Covid-19 avec le financement de DECD, toujours avec nos partenaires qui sont des experts en la matière de l'État, qu'on appelle la division urbaine des affaires sociales. Voilà, merci. On devrait vous dire merci pour tous les efforts. Vous pensez parfois mieux que les parents eux-mêmes. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à donner et vous êtes là. Merci aussi à vos différents partenaires, sans qui peut-être que votre simple volonté n'aurait pas suffi, n'est-ce pas? Voilà, aux partenaires, vous pouvez encore les remercier avant qu'on ne conclue. Oui, en tout cas, nous remercions tous les partenaires tels que je les ai encore énumérés. Il y a Inlever, il y a Fonds humanitaire de la République démocratique du Congo, il y a la protection civile de l'Union européenne, il y a DEC comme partenaires qui sont en train de nous accompagner dans cette lutte contre cette pandémie à Covid. Merci. Et moi, je remercierai nos partenaires communautaires avec qui nous faisons la mise en œuvre de toutes les activités sur terrain. Je pense à la communauté protectrice de Tchangou, mais aussi à notre partenaire étatique. Je peux les citer nommément, les assistants sociaux, les travailleurs parasociaux et leurs superviseurs qui travaillent au sein de la division urbaine des affaires sociales. Voilà, merci. On vous remercie encore. Merci à vous, madame, messieurs, surtout aussi aux enfants qui nous ont suivis et à très vite. Au revoir.